Vous connaissez les pierres précieuses? Oui, certainement. Le monde en renferme un grand nombre. Ma spécialité est d'aller les chercher directement dans les mines. Je vais vous y emmener. Première étape, les rubis. La pierre la plus rare. Allons-y, je vous y emmène. À quelques kilomètres de Mogok, dans le village de Palonji, commence le commerce du vrai rubis. Seules de petites pierres sont échangées ou vendues entre mineurs et marchands. Quelques-unes sont déjà taillées pour les mettre en valeur, comme les rubis étoilés, dont les aiguilles d'oxyde de titane, emprisonnées dans la matière, vont capter et renvoyer la lumière en forme d'étoiles à 6 branches. Ce sont surtout les femmes qui font le commerce des pierres. Cette pierre vaut 40 000 kyats. Oui, 40 000 kyats. Ça coûte autant? Oui. Pour le canassé, je choisis la terre pour trouver des pierres. Cette pierre a été trouvée en tamisant la terre. Au pied des exploitations privées, dans les rejets, les femmes et les enfants cherchent en canassé. C'est une tradition qui veut que les gemmes trouvées soient la propriété du chercheur. Vous aimez les émeraudes? Vous aimez le verre? Eh bien, direction Colombie. Allons-y. Au cœur de la cordillère des Andes, en août 1564, un colon espagnol du nom de Juan de Panagos galopait à perdre haleine pour fuir les Musos, terribles Indiens anthropophages qui cherchaient les émeraudes pour en faire le commerce. Aujourd'hui, la société minière Coex Minas, dont Victor Carranza est un des principaux actionnaires, exploite l'émeraude avec des moyens modernes. Telle une descente aux enfers, chaque jour, les mineurs s'engouffrent dans un trou nommé Clavada, d'une profondeur de 286 mètres. Au fond, des galeries perpendiculaires atteignent parfois plusieurs centaines de mètres. Elles traversent la montagne à la poursuite des poches d'émeraude. La température atteint au fond du tunnel 45 degrés centigrades. Ceci est dû au gradient géothermique qui veut que la température augmente progressivement lorsque l'on descend sous terre. Malgré les ventilations, on respire mal. La poussière des marteaux-piqueurs recouvre le visage et le corps des mineurs. Les hommes restent au fond pendant 8 heures et sont relayés par 2 autres équipes. Les mines ne s'arrêtent jamais. Il faut chercher la paroi. Ça peut mettre très longtemps selon la zone. C'est tout un art de la trouver, c'est très dur. Il faut suer. Savez-vous où l'on trouve ces énormes cristaux d'Egmarine? À plus de 6000 mètres d'altitude. Allez, je vous emmène grimper. La marche reprend. Chaque pas est plus lourd et plus douloureux. Plus nous montons, plus l'oxygène manque. Le groupe arrive enfin à la mine de Shumar-Dakar. À une altitude avoisinant les 5000 mètres, le village de Fortune est constitué de 70 maisonnettes fabriquées en pierre sèche et couvertes d'une bâche en guise de toiture. Murtaza accélère le pas car il est impatient de voir les Egmarines trouvées en son absence. Chaque maison héberge une dizaine d'hommes qui vit, mange et dort dans cette précarité de quelques mètres carrés. Le père de Murtaza est l'un des plus vieux du village. C'est lui qui surveille
lorsque son fils redescend dans la vallée pour chercher du matériel ou vendre les pierres. Il est content de le revoir car les découvertes ont été bonnes en son absence. Il y en a d'autres? Oui. Elles ne sont pas lavées. Non. C'est du mica? Oui, c'est du mica. Une fois nettoyée, cette pierre aura une couleur très intense. C'est une belle pièce. Comme à chaque retour, selon les prescriptions du chaman, le vieil homme a préparé du genièvre qu'il fait brûler dans la maison pour la purifier et éloigner les esprits malfaisants qui pourraient détourner leur regard du bon filon. Mais cette fois, le vieil homme a un secret. En l'absence de son fils, il a trouvé une pièce exceptionnelle. Personne ne l'a vue, bien sûr. Il ne faut surtout pas la montrer avant de la vendre en ville. Cela pourrait attirer les convoitises. Vous manquez d'oxygène après cette balade en altitude. Eh bien, vous allez encore en manquer. Je vous emmène plonger à 100 mètres de profondeur pour aller chercher le corail rouge, en Corse. Le corail rouge a été décrit par Cuvier, grand naturaliste du XVIIIe siècle. Il fait partie du genre corallium, ce qui n'est pas le cas de certains autres coraux précieux comme par exemple le corail noir. Il ne faut pas le comparer non plus aux coraux des mers chaudes, très poreux, qui se développent à de faibles profondeurs et forment les barrières des atolls. Les corailleurs ont chacun leur terrain de chasse dont la localisation reste secrète. Dès son arrivée au fond, le temps presse. Le corailleur doit commencer sa cueillette. Il ne dispose que d'un quart d'heure pour récolter le maximum de corail rouge. Le matériel doit être absolument fiable pendant la plongée. Un accident banal, comme une panne de la lampe torche, serait fatal pour la récolte et impliquerait la perte d'une journée. À cette profondeur, la luminosité est très faible et les couleurs uniformes. Il est impossible, sans un apport de lumière, de distinguer le corail rouge. Je ne veux pas vous faire peur, mais le diamant n'est pas utilisé qu'en bijoux. Certains chamans, dans la forêt de Bornéo, l'utilisent pour des rituels très particuliers chez les coupeurs de tête. Je vous y emmène. Ne perdez pas la tête. Afin de localiser le mal, le chaman utilise un énorme diamant. Posé sur le visage du patient, le cristal sera le médiateur permettant de lire ses problèmes de santé. Puis le chaman examinera le diamant en prononçant des prières pour que la pierre puisse lui révéler les secrets du corps malade. Les conditions de travail sont extrêmement dures dans cet environnement hostile pour l'homme. L'humidité, la boue et une chaleur moite sont le quotidien des mineurs.
La tribu des Dayak a sa propre terre et ils en exploitent les diamants. And they mine the diamonds from their land. They work in a group. And Ils then travaillent en groupe. There is a leader. Il y a un chef. And then in one group you can find sometimes 10 Un groupe est formé or more parfois than de 10 10 people. individus ou The bigger plus. groups you can, Plus le groupe est you grand, can work, plus ils ont de chances de trouver des diamants. opportunities to find more diamonds. Vous aimez l'or? Moctezuma disait à ses conseillers, lorsque Cortés est arrivé, « Ces fous de conquérants ne s'intéressent qu'à notre or, et surtout pas à notre jade. Je vous emmène dans les cités perdues de Tikal, voir d'où viennent ces merveilles. » La découverte de Tikal remonte à plus d'un siècle, mais il est probable que son existence n'ait jamais été ignorée. Les archives guatémaltèques font allusion à des voyageurs qui allaient à Tikal pour s'y établir durant le XVIIIe siècle. Les chroniqueurs racontent que des missionnaires espagnols ont traversé les ruines à la fin du XVIIe siècle. Alvarado. Pablo Nicolas est un prêtre maya. D'anciennes statuettes de jade représentant des dieux mayas lui servent d'intermédiaire pour prendre contact avec les esprits. Des hommes de toutes conditions font appel à lui pour se débarrasser des mauvais sorts ou des malédictions dont ils sont victimes. Ces prières et ces incantations sont destinées à des saints qui ont une double identité. Sous une apparence et un nom catholique se cache bien souvent une divinité maya. San Simón en est un exemple. Près d'Antigua, un temple lui est consacré. Des prêtres et des sorciers de tous horizons se rejoignent dans cette bâtisse pour y exercer leur pouvoir. Oh Espíritu, eres nuestra luz, que nos guía, que nos muestra el destino. Bougies, miel, copal sont les principaux éléments que jettent les initiés dans le feu purificateur. Chaque couleur de bougie correspond à un mal précis. Tous les ingrédients nécessaires au rituel se trouvent facilement dans de petites échoppes autour de la maison de San Simón. Dans ces lieux, le passé rattrape le présent. Connaissez-vous la pierre la plus rare d'Afrique? Elle est faite de sueur et de sang. On la trouve que sur 12 km² au pied du Kilimandjaro. C'est les Maasai qui s'en occupent. Je vais vous les présenter. Plusieurs détonations scandent la journée, pendant que l'équipe musclée d'Omari recrute 200 hommes à l'extérieur de la concession pour vider les gravats obstruant le fond de la mine. Après de nombreux mois de production réduite de tanzanite, ces pauvres bougres sont aux abois. La vie entière de cette région est suspendue à la découverte de la pierre bleue. Elle est vitale, comme l'eau dans le désert. Sans elle, la famine se répand sur ces aventuriers de fortune. Chaque homme est fouillé pour éviter qu'il ne descende des armes dans la mine. En effet, si l'un d'eux trouve une tanzanite, une querelle pourrait éclater entraînant des coups mortels. Ils vont travailler à plusieurs kilomètres de profondeur pour vider le minerai stérile, et ceci pour la somme dérisoire de $7. Pour eux, c'est une petite fortune qui les pousse à tout accepter pour l'obtenir. Au fond, la température atteint 50 degrés centigrades avec une ventilation extrêmement réduite. Dans cet enfer, dès les premières minutes, la peau est recouverte d'une fine couche de graphite noir qui, sur une blessure, crée un tatouage indélébile.
Dans cette mine, on peut parler d'une véritable fièvre des hommes qui y travaillent. La fièvre bleue. En effet, la tanzanite les excite comme une drogue qui les rend hystériques à l'approche du précieux minéral. Certains disent même que la roche dégage une odeur particulière à l'approche d'une poche de tanzanite. Omari emploie en permanence 60 à 70 mineurs qui travaillent dans ces boyaux exigus. Il est difficile de trouver un grand cristal de tanzanite car la nature n'a produit que très peu de ces gemmes exceptionnelles. Les cristaux dépassant 1 cm sont très rares. D'autre part, la dynamite fait beaucoup de dégâts. Les explosions brisent et fracturent ces cristaux, rendant bien souvent leur taille impossible par un lapidaire. La lumière électrique donne à cette pierre des nuances mauves. Suivant l'axe où l'on regarde le cristal, il peut être bleu, mauve ou rouge. Au Moyen-Âge, on parlait de la vallée des diamants, remplie de pierres extraordinaires, protégée par des oiseaux de proie et des serpents. Vous savez où elle est? Je vous y emmène. Curieusement, le marché du diamant est relativement bien structuré en Guinée. Les diamantaires doivent payer une redevance et être accrédités par l'État qui joue un rôle de contrôle. Mais de la mine au comptoir, à chaque étape, un bon nombre de pierres empruntent des circuits non officiels pour éviter les taxes. Certains gros diamantaires guinéens ont leur comptoir directement à leur domicile. Ceci pour des raisons de sécurité. En effet, la capitale n'est pas sûre, en particulier la nuit. Bienvenue. Iban inanem kurundi di, bana kurundi del bassan, anda sa regre manna kon comme sebe endel bolo. Bon, ils amènent les pierres de Banankoro et ils achètent parce qu'ils sont déjà agréés. Voilà leur carte, la carte, ouais. Ça c'est la loi guinéenne. Mon banaya, di sebeti bolo, anta kurusanema. Bon, dès que quelqu'un vient, droit madindelma. voilà, s'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas faire le travail. Et ben, le gouvernement de loi sara. Oui. Otuma idi si bureau kono ko andel guru sa namol mamini wala wado. Pour aider. Parce que so venu là. C'est combien ça? 100 000 $. En tout, 100 000 $. Non. Elle est ronde, elle fait tourner les têtes et elle vient du bout du monde. On y va. La sugreffe, ça veut dire qu'on va prendre un nucléus de la même taille que la pelle qui a été sortie et on va le remettre à l'intérieur de la gonade, dans le sac perlier. Et on peut réutiliser la nacre qui va redonner une autre perle au bout d'un an à 18 mois aussi. C'est la production de combien de temps ça? Mais voilà la production de la semaine que Touana vient d'emballer et maintenant elle a besoin d'être emmenée au bureau pour la trier parce que là on a toutes les formes, toutes les qualités, tout est mélangé. C'est la récolte brute. Parce que toutes les semaines il y a un avion quoi.
Ah oui. Toute la semaine, un navire vient chercher Les perles. les perles. On y va. Allez, on y va. Et enfin, je vous emmène au pays des géants, des cristaux géants. Quelques tonnes, ça vous dit? Je vous emmène les voir sortir de terre. Il est difficile de trouver les cristaux intacts. Ils sont souvent naturellement fragmentés, fissurés et souillés par les oxydes de fer de couleur brune. Les cristaux les plus gros ont été sensibles aux mouvements tectoniques, subis pendant les quelques 500 millions d'années de leur existence. Ces mouvements ont laissé des traces très visibles dans les carrières, comme des failles. Les spécialistes estiment à 1 pour 1000 la proportion de cristaux géants possédant une forme nette, une cristallinité, une transparence, ainsi qu'une couleur caractéristique. L'appât du gain a incité les propriétaires des mines à détruire systématiquement ces énormes cristaux pour l'industrie piézoélectrique, ou tout simplement pour fabriquer des cendriers. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui les cristaux géants sont devenus extrêmement rares. En 1959, un grand collectionneur brésilien, M. Delef, n'a pas réussi à acquérir un monocristal parfait de 7 tonnes. Le Brésil renferme encore de nombreux trésors. Reste à les découvrir. Au Minas Gerais, les vieux garimperos racontent qu'au bout d'une route sans fin, à l'endroit où le soleil se couche, se trouve une montagne qui protège le plus beau et le plus gros cristal du monde.